Voilà, donc je pense que je vais démarrer. Donc tu peux te reposer, Hajar, si tu veux. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc je suis vraiment très très content, très ravi, comme d'habitude, de partager avec vous ces moments concernant donc toujours l'ingénierie logicielle et particulièrement cette fois-ci donc ça va concerner donc la qualité logicielle. Bon, c'est une partie souvent, c'est une partie qui est extrêmement importante pour les entreprises. Euh, Moi aussi également une partie souvent dans le volet académique. Parfois on n'arrive pas à trouver assez de temps pour développer très bien cette partie-là. Donc donc c'est la raison pour laquelle voilà donc c'est la raison pour laquelle petite seconde. Alors c'est la raison pour laquelle donc j'ai et c'est donc en concertation avec Adria. Nous avons pensé à justement à programmer un webinaire qui concerne sur cette partie de testing d'une manière générale et particulièrement la partie end-to-end microservice testing. C'est une architecture qui est très importante. Il y a des challenges, il y a des bonnes pratiques. En fait, mon objectif, à vrai dire, mon objectif, c'est plutôt donc de partir sur vraiment les bases, qu'on vient de le dire à Hajar. Il y a beaucoup de choses à faire, donc vous allez d'ailleurs voir. Donc nous allons sûrement donc programmer ce webinaire en plusieurs épisodes. Donc ça c'est ce que nous allons faire. Et comme ça, je donnerai l'occasion à tout le monde, même ceux qui n'ont pas vraiment les concepts de base au niveau du testing. Ça serait bien qu'on va partir sur un modèle de projet. From scratch, comme d'habitude, on va partir de zéro, on va développer des choses. Mais avant de commencer à développer un cas d'usage, je vais d'abord, bien sûr, m'arrêter sur quelques concepts de base. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais tout d'abord remercier Adrien donc, de, voilà, donc pour ces webinaires qui sont extrêmement importants, aussi bien pour c'est-à-dire nos futurs ingénieurs que pour les professionnels. C'est un échange qui a été toujours bénéfique pour tout le monde, y compris pour moi-même, parce que là, cette interaction, ça me permet, en tout cas, donc toujours d'essayer de faire du mieux. Donc, forcément, on améliore un peu, c'est-à-dire notre production en termes de contenu pédagogique. Alors, moi, je suis Mohamed Yousfi, professeur, enseignant-chercheur à l'INSET de Mohamedia. L'INSET Mohamedia, c'est l'une en fait, des 18 en fait, facultés ou des écoles de l'Université Hassan II de Casablanca. Bon, l'INSET Mohamedia, c'est une école d'ingénieurs, donc on forme des ingénieurs dans différents domaines. Particulièrement, moi je travaille dans le domaine en fait, de l'informatique. Nous avons un département mathématiques informatique dans lequel en fait on forme trois filières. Particulièrement, il y a la filière génie logiciel et système informatique distribué. Il y a une filière sur en fait l'ingénierie informatique, big data, cloud computing. Il y a une filière sur, en fait, c'est un master de recherche sur les systèmes distribués et l'intelligence artificielle. Et la quatrième en fait, filière qu'on vient de créer cette année, ça concerne en fait, ça concerne la confiance numérique et cybersécurité. Donc ça, c'est les filières que nous formons au niveau de l'INSET. Alors, à part bien sûr les filières de l'informatique, il y a d'autres départements de génie électrique, de génie mécanique, de l'ingénierie des compétences et économie-gestion. Voilà, donc un petit aperçu sur notre institution. Et je suis très content de cette collaboration, en tout cas, que nous avons entre l'INSET et Adria, parce que nous avons une convention ce qui est très, très, très positive, en tout cas, aussi bien pour nos étudiants que pour Adria aussi. Donc ça, c'est un bon exemple, en tout cas, que nous essayons de développer. Alors voilà, comme la thématique concerne en fait les architectures microservices, particulièrement le testing, mais je suis un peu
je suis un peu obligé donc de revenir sur quelques bases de l'architecture microservice. Donc, je rappelle juste qu'en principe, il y a deux styles d'architecture pour développer les applications. Ben, il y a l'ancienne en fait, architecture, ce qu'on appelle l'architecture monolithique. Ben, c'est l'architecture monolithique, je rappelle, c'est une architecture qui consiste à développer une application en un seul bloc, c'est-à-dire une seule application pour un grand problème donné. Donc, ce qui fait que dans le monolithe d'une manière générale, ben, on va avoir beaucoup de fonctionnalités, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de l'application sont développées dans la même application avec une même technologie, déployées dans un même serveur d'application, avec un même processus. Et on trouve les applications classiques, par exemple, ici je vois une application avec les différentes couches classiques qu'on va trouver. Donc il y a les entités, en fait c'est les classes qui correspondent à des tables au niveau de la base de données. Il y a les DTO, c'est les objets qui vont être utilisés spécifiquement dans la couche UI. Et après également, on utilise les mappers qui consistent à transférer les données des entités vers les DTO et vice-versa. Et puis donc il y a les couches classiques. Donc il y a la couche repository ou bien ce qu'on appelle la couche DAO. C'est la partie dans laquelle souvent on utilise un framework comme par exemple GPA qui permet de faire l'accès aux données. Donc avec Spring Data GPA, avec Spring Data d'une manière générale. Donc ça c'est des choses qu'on sait faire. On a déjà présenté beaucoup de choses là-dessus. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'accès aux données. Vous allez avoir aussi donc une couche service, c'est la couche métier dans laquelle on va implémenter les spécifications fonctionnelles du problème. Et puis il y a la couche web dans laquelle on va trouver généralement les contrôleurs de l'application ou bien ce qu'on appelle les API REST de l'application avant de développer la partie UI qui peut être une application web, une application mobile ou ça peut être une application desktop. Alors ça c'est des applications, on va dire l'architecture classique. Alors souvent, donc, dans ce genre d'architecture, vous allez trouver donc souvent on développe ces applications sous forme de modules. Par exemple, ici j'ai un module Inventory Service par exemple. Il y a un module pour la gestion des commandes. Il y a un module pour par exemple la gestion des clients. Donc ce qui fait que dans la même application, vous allez avoir beaucoup de modules. Et forcément, tous ces modules-là se trouvent au sein d'un même conteneur, d'une même application. Et là, généralement, donc ça c'est une architecture qui présente donc des inconvénients, donc on en a déjà parlé. Donc on va essayer de passer ce point-là. En tout cas, donc ça c'est une architecture classique. Et puis donc il y a l'architecture microservice. Donc l'architecture microservice, donc c'est une architecture qui consiste à découper un grand domaine métier en un ensemble de sous-domaines. Et pour chaque sous-domaine, on va développer une petite application. C'est ce qu'on appelle un microservice. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule application, par exemple, dans laquelle on va gérer le stock, on va gérer les commandes et les clients, ben, on va créer un microservice pour gérer, par exemple, le stock, inventory service, par exemple, ici. Ensuite, un microservice, c'est une application indépendante dans laquelle on va gérer les commandes. Et puis un microservice dans lequel on va gérer tout ce qui est la gestion, par exemple, des clients. Alors, ben, et du coup, donc, on va avoir, au lieu d'avoir une seule application, on va avoir finalement à créer, au lieu de créer une seule grande application, on va créer plusieurs petites applications. Alors bien sûr, chaque microservice a ses propres entités, il a ses propres DTO, il a son propre mapper, il y a ses API REST, il y a sa couche service et sa couche repository. Alors après, quand vous décidez donc généralement chaque microservice également a sa propre base de données. Donc, et quand vous décidez donc en fait, d'utiliser l'architecture microservice, donc vous aurez besoin donc d'avoir recours en fait, à des challenges donc, dans lesquels vous allez intégrer un certain nombre de choses. D'abord, vous aurez besoin d'une gateway. Donc la gateway, en fait, c'est le service qui va recevoir les requêtes UI. Alors toutes les requêtes, généralement, ils arrivent souvent à la gateway. Et puis c'est la gateway qui va se charger d'envoyer la requête vers le bon microservice, donc en fonction de la requête. Et puis donc on va retrouver donc un discovery service qui va se charger d'enregistrer
d'enregistrer les adresses des microservices. En fait, chaque microservice qui démarre doit se connecter vers le Discovery Service, c'est pour enregistrer son nom et son adresse. Et du coup, donc, dans une architecture microservice, si je connais le nom du microservice, ben, on peut contacter le Discovery pour récupérer son adresse. Donc, c'est un annuaire qui fait partie donc, en fait, des services techniques d'une architecture microservice. Et puis, il y a donc l'autre challenge, c'est que la configuration. Donc, au lieu d'avoir un fichier de configuration pour chaque microservice, donc on va plutôt préférer avoir un service de configuration qui permet de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Donc ça, c'est l'architecture. Rapidement, parce que je rappelle juste que l'objectif, c'est pas vraiment de montrer l'architecture microservice, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et puis, donc, vous allez avoir d'autres challenges, notamment quand les microservices vont communiquer, ben, on aura besoin de gérer la communication entre les microservices. Alors, cette communication, comme c'est des applications distribuées, donc cette communication, ça peut se faire de manière synchrone avec des protocoles comme SOAP, REST, gRPC, GraphQL. Mais également, parfois, il y a des situations dans lesquelles on aura besoin de faire une communication asynchrone. Alors, dans ce cas-là, donc, on aura besoin d'utiliser un broker, un event bus, comme par exemple Kafka, typiquement, qui va jouer le rôle de, en même temps, ce qu'on appelle un event store, mais en même temps, un bus qui va permettre d'échanger des messages entre les applications distribuées d'une manière générale. Donc, ça, c'est un petit aperçu sur l'architecture microservice. Donc, les avantages, en fait, les avantages et les challenges de l'architecture microservice, bon, quelques avantages importants, c'est d'abord, c'est que quand on adopte l'architecture microservice, bon, un microservice est une petite application, ça veut dire c'est facile à développer, facile à tester, à déployer et à maintenir. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important pour le développement. C'est quelque chose qui est facile à... Comme c'est facile à développer un microservice, bah forcément, c'est facile de développer plusieurs microservices. Donc, c'est-à-dire ça va être plus simple de développer une grande application. Donc, le deuxième avantage, c'est que l'autonomie des équipes de développement. Alors, quand on est dans une approche microservice, au sein de l'entreprise, vous allez avoir plusieurs équipes. Chaque équipe, par exemple, l'équipe E1 va s'occuper de ce microservice, l'équipe E2 va s'occuper de ce microservice, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est l'indépendance entre les équipes. Ça, c'est très important. Chaque équipe travaille sur une partie de l'application, c'est-à-dire un microservice, de manière autonome. Et en plus, il y a la spécialisation fonctionnelle des équipes. C'est-à-dire, par exemple, l'équipe qui va prendre un microservice, il va se spécialiser dans le périmètre fonctionnel du microservice. Et du coup, donc, ça va être c'est-à-dire, c'est plus simple de se spécialiser dans un sous-domaine, dans un module particulier, que, par exemple, d'avoir recours à connaître toutes les spécifications d'un grand problème. C'est un peu compliqué. Il y a également les performances, ça c'est très important. C'est l'une des raisons souvent qui pousse les entreprises à adopter l'architecture microservice. C'est que les applications monolithiques présentent des grands problèmes de performance. Donc, ils ne sont pas facilement scalables. Donc, c'est pour cela que ici, les architectures microservices, c'est des architectures qui sont facilement scalables. Et du coup, donc, avec un niveau de performance qui est très important. Il y a également un avantage de plug and play, c'est-à-dire une application qui démarre, quand on veut faire une mise à jour, on peut faire une mise à jour d'un microservice et après on peut déployer cette mise à jour sans avoir besoin d'arrêter l'application. Tout ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec les microservices. Bon, il y a l'agilité de l'application. Il y a également l'intégration avec l'environnement CI/CD. Alors, dans l'écosystème DevOps, bon, généralement, en fait, c'est un écosystème qui s'est très bien développé. Du coup, donc, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre d'automatiser toute cette chaîne de développement, de tests, de déploiement des applications. Et c'est là on va trouver donc des outils comme Docker, comme par exemple Jenkins, comme Kubernetes, etc. Et du coup, donc, les microservices, généralement, ils sont faits pour être déployés dans des conteneurs Docker. Et du coup, donc, ils s'intègrent assez facilement avec l'environnement
c'est-à-dire l'intégration continue et le déploiement continu, c'est ICD. Alors ça, il y a encore d'autres avantages. On peut développer les microservices avec plusieurs langages. Chaque microservice peut être développé avec un langage différent, etc., etc. La même chose, donc si vous voulez un peu connaître un peu mieux, encore plus de détails sur l'architecture microservice, vous pouvez revenir sur les épisodes que nous avons déjà fait auparavant. Mais ce qui nous intéresse également, il y a les challenges. Donc forcément, ça, il y a plein d'avantages, mais il y a des challenges. Alors parmi les challenges, forcément, d'abord il y a la communication entre les microservices. Donc quand vous avez plusieurs microservices, donc forcément les microservices vont communiquer. Bah, ils peuvent communiquer de manière synchrone avec des API comme REST, SOAP, GraphQL, gRPC. Donc ça, c'est des techniques qui peuvent être utilisées. Comme ça peut communiquer via des bus d'événements, comme par exemple un broker comme Kafka ou bien RabbitMQ. Ben, du coup, donc, tout ça, c'est des choses en plus. Et quand vous avez une communication, ben, il faut penser également comment tester également la communication entre les microservices. Donc forcément, dans le cas des applications monolithiques, tester la communication, bon, ça, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Mais par contre, pour les architectures microservices, quand on va tester, il faut également, on va tester ce qu'on appelle le test des contrats, c'est-à-dire les contrats de communication entre les microservices, c'est quelque chose qui va s'imposer. Et après, donc, il y a la cohérence entre les données. Alors, du moment que chaque microservice a sa propre base de données, on va avoir parfois le problème de cohérence des données. Donc, quand on est dans une architecture microservice, parfois, il se peut qu'on a recours à dupliquer les données. Par exemple, les mêmes données qui se trouvent dans une base de données, on va les dupliquer dans plusieurs bases de données des microservices. Et quand on a les données dupliquées, donc quand ils sont mis à jour souvent dans une base de données, ça doit être synchronisé dans les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on aura besoin d'utiliser un broker comme Kafka, par exemple, qui va permettre de résoudre ce genre de problématiques. Mais c'est des challenges qui ont des solutions. Donc tout ça, c'est quelque chose sans doute qu'on a déjà abordé avant. Alors, donc, il y a aussi le problème des transactions distribuées. Alors, quand vous allez dans un processus métier, quand vous avez une transaction qui va se dérouler sur plusieurs microservices, donc il va falloir utiliser des frameworks comme Saga, par exemple, c'est des patterns comme Saga qui va plutôt apporter une solution pour les problèmes des transactions distribuées. Tout ça, c'est des challenges à régler. Il y a également le problème de débogage. Donc, on a recours il faut utiliser donc en fait une API comme par exemple Zipkin qui va se charger donc de faire tout ce qui est le management de tout ce qui est c'est-à-dire les traces on va dire, de communication entre les microservices et tout ce qui se passe dans l'architecture. Donc souvent, vous aurez besoin donc d'utiliser une solution technique qui va être utilisée. Donc vous avez également un challenge en termes de sécurité. Alors la sécurité, donc c'est forcément un challenge, ça a été toujours un challenge, mais après il y a des solutions. J'ai déjà fait pas mal de conférences, notamment justement, on a déjà fait des webinaires sur la partie la sécurité O2, OpenID Connect. Donc ça, il y a des protocoles qui sont faits pour ce genre de solution. Il y a la complexité opérationnelle. Donc ça veut dire que à un moment donné, vous allez avoir des applications distribuées et quand vous allez déployer, c'est-à-dire en production, vous allez devoir gérer plusieurs conteneurs, plusieurs machines qui vont devoir collaborer. Ben, il dit que donc vous aurez besoin forcément d'automatiser le processus de déploiement parce que sinon manuellement c'est c'est très très difficile. Donc si là, on va encore retrouver donc l'écosystème DevOps qui va s'imposer. Donc ça fait partie aussi des challenges. Les entreprises ont besoin donc de mettre en place donc des serveurs CI/CD, donc une API management, un service de configuration, des gateways. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être intégrées.
Et puis donc, il faut avoir une stratégie de maintenance des architectures microservices. Et il faut également penser au network management, parce qu'en fait, c'est des applications distribuées. Donc, s'il y a une communication réseau, il dit que donc il faut avoir une stratégie, comment surveiller le réseau, comment gérer le réseau, le problème d'équilibrage de charge, problème de tolérance aux pannes, la latence réseau, tout ça, c'est des problématiques qui vont venir, c'est-à-dire s'ajouter au challenge. Et puis, donc, il y a ce qui nous intéresse surtout, c'est le test. Et donc, forcément, quand on est dans une architecture microservice, ce n'est pas comme si on est dans une architecture monolithique. Donc, on a besoin d'une stratégie de test qui est adaptée pour l'architecture microservice. Bon, ça, on va en parler. Alors, forcément, donc, tous ces challenges, il y a pas mal de challenges que vous avez là. Il y a des architectures, il y a des patterns d'architecture qui apportent des solutions, comme par exemple CQRS Event Sourcing. Donc, ça, on a déjà vu, fait un webinaire également là-dessus, qui apportent des solutions. Mais ces architectures apportent également d'autres challenges. Donc, ce qui fait que les challenges sont là. Les challenges, ça ne veut pas dire que c'est des inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre voilà, donc il faut avoir des équipes, et il faut avoir donc une montée en compétences sur pas mal de choses. Donc, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, quand on développe des systèmes, on va se retrouver en train d'utiliser tout ça. C'est-à-dire, on est dans le développement, on est dans la partie DevOps. Et du coup, donc, c'est quand même c'est ce qui fait un peu c'est ce qui fait le périmètre en fait, d'un ingénieur logiciel d'une manière générale.